Bonjour à toutes et à tous. Déjà, avant de commencer, je voudrais vous remercier d'être là. Ça me fait plaisir que vous soyez venus m'écouter. Sinon, on entend de plus en plus parler d'event-driven. C'est un peu le nouveau truc à la mode. Mais qu'est-ce que c'est? Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pour me présenter, je m'appelle Céline Louvet. Je suis lead développeuse chez Shine. Au quotidien, je fais du développement back-end. Et en plus, à côté, je fais notamment tout ce qui est architecture et compagnie cloud. J'aime particulièrement la phase de recherche de stabilité et de qualité d'une application. C'est-à-dire le moment où on passe de on produit vite à on produit bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Shine, c'est une banque pro en ligne pour les entreprises et les indépendants. C'est le petit moment pub. Et donc, elle est accessible via une app et une web app et combine le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la banque traditionnelle au niveau des services et la simplicité, la fluidité de la néobanque. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, par le passé, j'ai eu à travailler sur une plateforme qui a grossi au fil du temps. À chaque nouveau service ajouté, à chaque nouvelle fonctionnalité, de la complexité s'est accumulée à force, jusqu'à rendre les évolutions impossibles, voire même carrément dangereuses en fait. Et puis, soyons honnêtes, on a tous eu la super idée de génie qui a empiré les choses. Donc voilà, on est sur une plateforme qui va évoluer et on va s'en inspirer pour essayer de l'améliorer en fait. Alors par contre, vous n'aurez pas le nom, je suis désolée, il y a des raisons de confidentialité dessus. Je suis tenue par 2-3 accords. Donc on va partir de ça. Donc, notre base de départ, une société qui grossit. Au début, nous avons un logiciel Contract. C'est même un logiciel propriétaire. Pour le faire évoluer, il faut passer par la société qui le fournit, et elle le fournit à un prix prohibitif. Donc la moindre évolution va coûter extrêmement cher. Et donc, pour gagner un peu d'argent puis essayer d'obtenir un peu plus vite ce qu'on veut, on va créer un service à côté pour compenser. Et c'est le moment où un monolithe va apparaître, user. Puis on va ajouter des services externes avec des fournisseurs d'email ou de SMS. Et puis au fil du temps, d'autres services vont apparaître. Cette fois-ci, un peu plus orientés métier. Et chacun avec sa propre base de données, sa propre application, ce genre de choses. Alors, à des fins de simplification, je n'ai représenté que le service photo, qui est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, en résumé, on a Contract, le logiciel propriétaire. Il va centraliser les informations liées au contrat de l'utilisateur. Donc, ses options, notamment des notions de quota, ce genre de choses. User donc, va centraliser toutes les informations liées à l'identité de l'utilisateur. Jusque-là, on est bien. Il est appelé par contre par quasiment tous les services, et donc on a un splendide single point of failure, un SPOF. De plus, il a des rôles très divers, autres que l'identité de l'utilisateur, par exemple l'envoi d'email qu'on a vu au début, ce genre de choses, la génération de factures, bref, il fait beaucoup trop de trucs. Et donc on a Photo, qui gère tout ce qui est relatif aux photos de l'utilisateur. On va se concentrer dessus. Nos fournisseurs externes sont redondés, c'est-à-dire qu'en cas d'indisponibilité d'un fournisseur, on va automatiquement basculer vers un deuxième. Donc c'est géré en termes de code. Alors, on pousse un peu plus dans les détails. Nous avons des services, chacun sa base de données, chacun son application, voire plusieurs applications, un métier différent pour chacun. On va commencer par la droite, on a Contract, qui est utilisé par le support en interne. C'est clairement du support téléphonique aux clients. On a l'application back-office cette fois-ci, qui est toujours pour du support interne, mais pour du niveau 2, donc plus à un niveau technique. Et on a l'application principale avec son doux nom de Main App, vous le verrez revenir. Elle est utilisée par les clients, en fait, cette fois-ci, pour accéder aux produits. Ces deux applications vont appeler le même service, User. Et on a la dernière application, Photo, qui, elle, permet de gérer les photos et appelle le service photo. OK. On va considérer 3 besoins de l'application Photo au fil de notre discussion aujourd'hui.
Le premier, l'utilisateur veut pouvoir afficher sa liste de photos. Ensuite, il veut pouvoir partager une photo par email. Et en dernier, il veut pouvoir uploader une photo. OK. On va commencer par des fondamentaux sur les traitements synchrones et asynchrones. Normalement, vous les connaissez plus ou moins déjà, à défaut d'avoir des noms posés dessus. Avant de continuer, je vais commencer par clarifier un point. Je vais parler de traitement et non pas d'appel. La différence, c'est la manière dont on traite le résultat de ces appels. Parce que bien sûr, sur le web, tout est asynchrone. OK. Théorie, en premier, sur les traitements synchrones. Alors, vous allez souvent voir les noms de service 1, service 2. J'espère que je ne vais pas trop vous perdre. C'est un peu répétitif des fois en termes de nommage, mais j'ai en général peu d'inspiration sur les noms, donc je suis désolée. Alors, service 1, au cours de son traitement, va avoir besoin de service 2 pour récupérer une information. Et du coup, après avoir fait l'appel, il va se retrouver en attente du traitement de service 2. Jusque-là. Et dès que service 2 a terminé son traitement, la réponse sera retournée à service 1, qui peut alors poursuivre. On parle alors d'un traitement synchrone. Dans quel cas on va faire ça? C'est très clairement quand on a besoin d'une réponse, par exemple, avant de continuer. C'est le cas typique d'un get de données. Qu'est-ce que cela va nous apporter? Tout d'abord, le résultat est forcément à jour, puisqu'on va le récupérer en fonction du besoin. Et en plus, on a la garantie que le traitement de service 2 s'est correctement effectué, puisqu'il nous a retourné une réponse. Alors par contre, service 1 va être en pause jusqu'à la réponse. Et de plus, il faut savoir gérer toutes les erreurs de service 2, indisponibilité, erreurs fonctionnelles ou autres. Alors, pareil, celle des traitements asynchrones. Service 1, donc, appelle toujours service 2, mais cette fois-ci pour déclencher un traitement. Et je vais utiliser un mot différent pour marquer un peu la différence entre les deux. Service 1, dans ce cas-là, ne va pas attendre la réponse. Il ne va pas attendre la fin du traitement. On parle clairement d'un traitement dit asynchrone. De son côté, service 2 va faire son traitement. Alors, dans quel cas on va avoir besoin de faire ça? Quand on n'a pas besoin de la réponse, déjà, tout simplement, pour poursuivre. Et ensuite, c'est souvent dans des cas où le traitement va être un peu plus long. Par exemple, ça va être une génération d'un PDF. On ne va pas la déclencher dans le thread principal et attendre la réponse de génération du PDF. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Comme on l'a vu, service 1 n'est pas en pause. Et de plus, service 1 n'aura pas géré les erreurs de traitement, ce qui est un bien un bien et un mal en même temps, parce que du coup, si service 2 a un problème, on ne le sait pas. On n'a aucune assurance que le traitement qui a été effectué de l'autre côté s'est fini correctement, parce que on n'attend pas la réponse, tout simplement. Alors, de plus, service 1 va devoir gérer toujours l'indisponibilité au moment de l'appel. C'est la seule contrainte d'erreur de gestion. OK. On a fait un peu de théorie. Maintenant, on va voir comment ça s'applique dans notre cas. On va prendre le premier besoin, qui était lister ses photos. Alors, suite à l'expansion rapide de la plateforme, on a des contraintes qui sont arrivées. Comme on l'a vu, contract est la source des informations du contrat et des options souscrites. C'est la source unique. Et user est son point d'accès unique. Tout passera par user. L'accès à photo va dépendre des options de ces contrats. Typiquement, est-ce que vous avez souscrit à l'option photo? Ce genre de choses. Et du coup, ce qui veut donc dire que quand un utilisateur va arriver sur l'application, on va lancer un premier appel qui va arriver jusqu'au service. On va essayer de récupérer donc les photos et les options du contrat. Le service, lui, va appeler user pour aller récupérer les informations. Et puis, on continue la petite chaîne. On va appeler contract pour aller récupérer les options du contrat. Quand on les a, on revient. On revient jusqu'au service photo. On peut lister les photos et on peut retourner tout ça. Pendant ce temps-là, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais l'application photo, elle est restée en pause. C'est typiquement un cas de loader vachement trop long pour l'utilisateur. Mais ça va être ce genre de situation. OK. On est développeur,
et développeuse, on va se poser une question. Qu'est-ce qui se passe si user ne répond pas ou s'il est surchargé? Pareil pour contract. Et puis, disons qu'un jour, on approche de Noël, tout le monde veut mettre ses photos en ligne, ou au contraire, juste après Noël, tout le monde veut mettre ses photos en ligne, et qu'on a trop d'utilisateurs. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une chaîne d'appel. Ce qui veut donc dire que si on a un problème sur photo, si on a une surcharge sur photo, on va avoir automatiquement une surcharge sur les appels suivants. User, contract, qui vont encaisser la même charge. User est central, pouf, on a un SI par terre, juste parce qu'on a des gens qui ont voulu mettre des photos. Donc c'est pas cool, c'est pas la bonne manière de faire. De plus, comme on a une chaîne d'appels, on va se retrouver, en fait, le temps de réponse globale va être le temps cumulé de chaque appel au service d'après, et puis la réponse et compagnie. Donc on va avoir potentiellement une lenteur qui sera ressentie par notre utilisateur. Et bien sûr, comme on a une chaîne, on risque des erreurs à chaque niveau. Il y a un point que je n'ai pas encore abordé. On a une dépendance entre les services. Elle est faite par l'appel. Et de plus, ce qui veut donc dire que tout déploiement d'une évolution, notamment sur user, impactera photo, potentiellement avec des indisponibilités, ce genre de choses. Donc on a tout de suite des évolutions qui vont être plus complexes à déployer. Alors, on va commencer à améliorer ça. Déjà, on va commencer par déplacer le problème, en fait, tout simplement. On va se dire, photo va conserver une copie des informations de contrat. Cela va engendrer des notions de gestion de cache, mais qu'on va gérer dans la foulée avec le système qu'on va mettre en place. Comment on va faire ça? En fait, Photo va exposer un webhook qui sera appelé à différents moments de la vie du contrat, à sa création, à sa modification ou à celle d'un changement d'option, ou à sa suppression. Alors, voici ce que ça donnerait si on faisait la copie au moment de la création du contrat. Donc, on a l'application main, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va appeler le service user au moment de la création. On va appeler contract, toujours, c'est le centre de données unique de nos contrats. On va aller créer le contrat dessus. Ce contrat, on va le récupérer et on va pouvoir aller en faire une copie au niveau de photo. Très bien. On va pouvoir confirmer à la fin à l'utilisateur que tout va bien. Bon, je ne parlerai pas de la modification ou de la suppression parce que c'est exactement pareil, mais en réagissant aux mêmes événements, on va entretenir ce cache automatiquement. Et du coup, côté photo, on a simplifié lourdement maintenant. Dès qu'un utilisateur veut lister ses photos, l'application va simplement appeler le service photo, qui ira chercher en base de données les options, et ensuite les photos, et on retourne tout. Donc là, on a réussi à centraliser un peu plus le métier autour de photos. Donc on est déjà plus sûr de nous. En cas de charge, il n'y a que photo qui tombe. Déjà, c'est un peu mieux. Par contre, il y a une très grosse limite avec ce qu'on vient de faire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si on a plein de services qui en ont besoin à la création, ça va être fun, mais il va falloir tous les appeler les uns derrière les autres. Au bout du chemin, c'est user qui va se retrouver à avoir un traitement de l'enfer, extrêmement long, et c'est lui qui va risquer des erreurs. Donc il n'y aurait rien de pire qu'une incohérence à ce genre de niveau, où par exemple on a réussi à faire la copie dans le premier service, mais pas dans les suivants, bref, vous voyez le genre. Ok, le deuxième besoin. Alors, notre besoin, c'est de pouvoir partager une photo par email. Ok, on pourrait le faire comme tout à l'heure, un traitement synchrone avec une petite chaîne d'appel jusqu'au service externe pour envoyer l'email et puis on remonte dans l'autre sens. Cool. Ça a toujours les mêmes problèmes que tout à l'heure. Ça fonctionne, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, on a toujours nos soucis. Donc, on va faire autrement. On va se poser d'abord des questions, parce que c'est comme ça qu'on résout un problème. Alors, est-ce qu'on a besoin d'attendre la confirmation de l'envoi? Alors oui, pour rassurer l'utilisateur. Techniquement, pas forcément.
Qu'est-ce qui se passe si user est surchargé? Ça, on l'a vu tout à l'heure. User est central. On fait tout tomber. Et puis, il y a une autre question, qui est plus une question métier. D'ailleurs, que mon collègue Julien a abordé potentiellement juste avant. Je n'ai pas eu l'occasion d'y assister, mais pourquoi est-ce que user gère le métier des emails, en fait? Ce n'est plus de l'identité de l'utilisateur. Donc, on va se dire, potentiellement, on va découper. On va aller extraire la logique de user dans un autre service qui va être notification. Il va pouvoir servir à envoyer des emails, des SMS, des push notifs sur un téléphone, ce genre de choses. Et c'est lui, cette fois-ci, qui aura toute la redondance d'indisponibilité des fournisseurs externes. Alors, comme avant, on va voir ce que ça donne. Donc, quand notre application appelle le service, alors on va transmettre ça au nouveau service notification, qui, lui, va aller récupérer auprès du user des informations de l'utilisateur qui s'apprête à envoyer cet email. Et c'est lui qui ensuite fera la demande d'envoi auprès du service externe. Et on revient dans l'autre sens et on confirme. On a toujours un séquencement. Par contre, on a extrait de la logique. Ce qui nous permet, en fait, d'avoir une meilleure, on va dire, separation of concerns en anglais, et en français, on va parler de séparation des préoccupations. J'aime bien ce petit mot. Du coup, maintenant, user aura un peu moins de logique métier qui ne le concerne pas. Par contre, on a fait des traitements synchrones, donc vous connaissez les problèmes, on vient de les rabâcher. Et donc, on va essayer de corriger ça. Et on va mettre un déclenchement asynchrone, par exemple, dans un premier temps. OK, donc maintenant, l'application photo va appeler le service pour demander l'envoi. Le service pourra directement déclencher auprès de notification et répondre à l'utilisateur. Et pendant ce temps-là, notification fait le même travail qu'avant. C'est plus efficace d'un point de vue application. L'utilisateur n'a plus besoin d'attendre. On est réactif. On a gagné un point à ce niveau-là. Par contre, on a échangé beaucoup d'inconvénients en échange. Photo n'a pas l'assurance de l'envoi. Donc, est-ce qu'on est capable d'assurer à notre utilisateur qu'on a vraiment envoyé l'email? Bof. Photo et notification sont toujours dépendants. Donc, on a toujours de la complexité de déploiement. Et photo doit gérer les indisponibilités de notification. Et notification, du coup, comme on a sorti toute la logique, c'est lui qui est maintenant central. Il va être appelé par tous les autres services qui ont besoin de faire de la notification. S'il est surchargé, la société n'envoie plus aucun email. Fun. Donc, on va faire autrement. Et là, on va se poser sur un autre principe. Je vais voir un petit peu avant. Alors, comme nous venons de le voir, il y a des cas où on a besoin d'être sûr que le traitement se passe correctement, même si on ne veut pas l'attendre ou le suivre ou quoi que ce soit. Pour ça, on va avoir recours notamment à un système à événements. Il y a plusieurs modèles, plus ou moins complexes, en fonction de notre besoin. On va s'intéresser au premier, qui est le message queuing. Alors, c'est un point important. Je vais souvent parler de messages. J'aurais pu parler d'événements. C'est exactement la même chose. Un événement n'est qu'un message répondant à un moment, en fait, à un événement en fait, de la vie de l'application. C'est clairement un mot plus métier que le mot message qui est plus technique. Alors tout d'abord, on continue avec la théorie. On a un système de message queue qu'on va appeler une file d'attente en fait. Cette file d'attente, elle va être consommée par service 2, le consommateur. Suivant l'implème choisi, service 2 sera soit prévenu dès qu'un message est ajouté, soit ira lui-même vérifier de temps en temps qu'il n'y a pas un message à consommer dedans. Alors, lors de son exécution, service 1, le producteur, vient déposer un message dans la file. Okay. Ce message est traité et consommé par service 2. Alors,
qu'est-ce qui se passe quand le consommateur service 2 est indisponible, ou qu'il est occupé notamment à traiter le précédent? Eh bien, en fait, à chaque nouveau message, il va venir s'ajouter à la file d'attente, et tant que les messages ne sont pas consommés, ils vont s'accumuler tout simplement. Quand service 2 est à nouveau disponible, il va venir traiter en fait le premier de la file. On est sur du first in, first out. Et de plus, suivant l'implémentation choisie, on peut définir ce qu'on appelle une dead letter queue, c'est-à-dire une file secondaire qui recevra les nouveaux messages quand, par exemple, la file est trop pleine ou quand il y a des erreurs, ce genre de choses. De plus, on peut avoir plusieurs consommateurs pour une même file. Par exemple, on peut avoir 2 instances du même service. Service 1 va déposer son message, il va être consommé par la première instance de service 2. Service 1, pendant ce temps-là, en redépose un deuxième, ça arrivera dans la deuxième instance, et ainsi de suite. Alors, en détail, qu'est-ce que ça veut dire? Service 1, donc le producteur, va, au cours de son traitement, envoyer un message à la file, puis reprendre son traitement. La file aura donc un message en statut à traiter. Donc le traitement de service 2 va se déclencher. Le message passera au statut en cours. Service 2 fait son traitement. Espérons que tout se termine bien. Et du coup, à la fin, le message passe en consommé. Si ça s'est mal terminé, ce qui peut arriver, eh bien en fait, le statut du message est à nouveau à traiter. Et puis on repart pour un tour, potentiellement avec la même instance du service, pourquoi pas, ou autre. Hop là. Très bien. En cas de trop nombreuses tentatives pour un même message, ce message ira en dead letter queue, s'il y en a une, bien sûr. Alors, dans quel cas aurions-nous besoin de ça? Quand on veut séparer la logique de déclenchement de la logique de traitement. C'est-à-dire que là, non, en effet, je reviendrai dessus un peu plus loin. En fait, ça va permettre une chose, c'est la gestion naturelle en fait de la charge du consommateur. Il va pouvoir venir consommer à son propre rythme. Donc, qu'est-ce qu'on y a gagné? Le découplage de nos deux services, en supprimant le lien entre les deux. Maintenant, il n'y a que la file qui fait le lien. On va pouvoir les déployer séparément, puisque si service 2 est en cours de déploiement, c'est pas grave, service 1 va juste venir déposer des messages dans la file, en espérant qu'il n'en dépose pas trop quand même. Et les échanges entre nos deux services sont structurés. Et la gestion d'erreurs est naturelle, puisque c'est la file qui le fait. C'est d'ailleurs l'occasion de monitorer le contenu de cette file, voire de la dead letter. Parce que c'est le moment parfait de récupérer toutes nos erreurs de traitement. Donc, voilà. Par contre, on a des inconvénients qui découlent automatiquement de nos avantages. C'est génial. En effet, comme on a découplé nos services, eh bien, on n'a plus de couplage explicite. Ce qui veut donc dire qu'il va falloir qu'ils respectent mutuellement un contrat préétabli. Donc, si service 2, le consommateur ne reçoit pas le message espéré, eh bien en fait, le message restera tout simplement définitivement en erreur. Ok, on va essayer de résumer tout ça. On a une consommation de type first in, first out, ce qui nous apporte un tri temporel naturel. En cas de traitement, en cas d'erreur de traitement, le message sera à nouveau disponible pour être retraité, et autant de fois que nécessaire ou possible. Quand un message a atteint sa limite, il ira en dead letter. Un message ne peut être consommé qu'une fois, ce qui implique qu'avec ce système, il est impossible d'avoir plusieurs consommateurs pour un même message. On l'a vu tout à l'heure, on avait des consommateurs pour 2 messages successifs. Et bien sûr, un message ne peut être traité que s'il y a un consommateur qui est là pour le consommer. C'est bateau à dire, mais si on n'a pas défini de consommateur ou s'il est coincé en déploiement ou qu'il est down ou quoi que ce soit, la file va juste se remplir jusqu'au moment où elle va être en trop plein et ça débordera dans la dead letter.
Dans quel cas on souhaiterait utiliser ça? C'est le cas typique d'un envoi d'email. On a aussi tout ce qui est traitement très consommateur. Par exemple, nous, on l'avait utilisé pour de la transformation de photos. On va utiliser aussi ça pour des traitements très longs, de la génération de PDF par exemple aussi. Et, comme on l'a vu, comme on peut faire de la répartition de charges facilement, c'est l'occasion de s'en servir pour ça. Alors, j'ai essayé de fournir une petite liste d'implémentations qui répond à ce besoin. On a côté open source ActiveMQ, Apache Kafka, qui va revenir un peu plus tard, Artemis et RabbitMQ. Et côté GAFA, avec GCP, on a CloudTask, et côté AWS, SimpleQ Service, SQS. OK. On va regarder du côté de notre exemple. En commençant par le deuxième besoin, qui était celui de partager une photo par email. Alors, on en était arrivé à ça précédemment, c'est-à-dire que photo appeler notification via un déclenchement asynchrone. Et en fait, l'idée, ça serait d'intercaler une message queue entre photo et notification, tout simplement. Ça va permettre de les découpler et de gérer la file d'envoi des emails. Donc, comme avant, l'application demande l'envoi, ça arrive dans la queue. On va pouvoir confirmer à l'utilisateur tout de suite que sa demande a été prise en compte. Et de son côté, notification va être déclenchée et va commencer à traiter. Là-dessus, pas de changement. À la fin du traitement, notification donc va confirmer au niveau de la file, ce qui va permettre de profiter du système de gestion des erreurs. Si c'est une erreur, eh ben, on retraite, tout simplement, en espérant ne pas renvoyer l'email 2 fois. En termes d'avantages, qu'est-ce qu'on y a gagné en fait? On a découplé via la file. Photo, du coup, n'a plus besoin de savoir qui va réellement envoyer sa notification, son email. Il doit juste savoir comment faire la demande. Et de son côté, notification n'a absolument plus besoin de savoir qui lui a fait la demande. Là-dessus, c'est très pratique, il ne se parle même plus. Il sait juste qu'il a un email à envoyer. Donc, c'est la file en plus qui va gérer toutes les tentatives d'erreur. Donc, on a clairement une promesse qu'on peut faire à l'utilisateur. On est sûr de nous, l'email va partir. Au pire, on sera prévenu. Alors, par contre, en termes d'inconvénients, comme toujours, on a découplé. Donc, on va avoir les inconvénients du découplage. En effet, si photo ne respecte pas le contrat établi, notification ne pourra pas traiter le message. Et du coup, en plus, photo ne sait pas si l'email est réellement envoyé. Il sait juste que sa demande a été prise en compte. Donc, si on avait un besoin du type l'utilisateur voit s'afficher envoi en cours, puis devenir envoi effectué, là-dessus, on n'a pas l'assurance. OK. On va se poser la question en fait d'un autre modèle maintenant pour répondre à un autre souci. Si on a besoin d'avoir plusieurs consommateurs pour un même message, en fait, on va changer de modèle. On va passer au modèle du publish subscribe en bon français. J'aime bien toujours mettre le nom français parce que des fois, ça dépend ce qu'on voit dans la doc. Donc, on va trouver publier souscrire ou éditeur abonné. Celui-là, il me parle vachement moins en fait, personnellement. Alors, on va commencer par la théorie. Je pense que vous avez l'habitude à force. Donc, on va commencer par introduire tout d'abord la notion de sujet de publication. Des services vont avoir la possibilité de s'abonner à un sujet, c'est-à-dire qu'ils seront à l'écoute des messages envoyés sur ce sujet. C'est un petit peu comme un canal Slack. Vous savez, vous vous connectez, vous ajoutez dans un canal, tout message qui sera envoyé dans ce canal, vous allez le recevoir, en même temps que tout le monde, a priori, si vous avez du réseau. Donc, c'est tout l'intérêt de la chose. Ici, on a 3 services qui sont abonnés au même sujet, sujet 1. Quand on a un service qui vient publier sur le sujet en question, les 3 abonnés vont le recevoir en même temps. Alors bien sûr, les abonnés pourraient s'abonner à des sujets différents, on n'a aucune contrainte à ce niveau-là. Dans ce cas-là, on va avoir par exemple 3 services, chacun son propre sujet.
Et quand le service qui vient publie sur le premier sujet, bah, ça va atterrir sur le premier service, et ainsi de suite. Donc là-dessus, c'est assez pratique. Et du même ordre d'idée, on ne peut avoir qu'un seul abonné et plusieurs publieurs. Donc quand un publieur va venir publier, bah, l'abonné en question va le recevoir, et ainsi de suite. Donc c'est assez pratique, et je pense que vous commencez à voir où je veux en venir avec celui-là. On va y arriver à un moment. Mais en résumé, on peut avoir plusieurs publieurs, plusieurs abonnés et plusieurs sujets. Si on essayait de projeter le modèle précédent, en fait, un PubSub, c'est une multitude de message queues, en fait, tout simplement. On pourrait avoir un bus par fil, par sujet. Et d'ailleurs, on peut même aller plus loin. On en aurait aussi un par consommateur, par abonné d'un sujet en particulier, en fait. Ce qui va nous permettre de gérer nos messages précisément pour chacun des abonnés. Alors, dans quel cas on aurait besoin de faire ça? Eh bien, quand on veut diffuser largement une information. On n'a pas besoin de se préoccuper de qui elle intéresse, mais on veut la publier et on la déclenche. C'est tout simplement ça. Alors, qu'est-ce qu'on va y gagner en faisant ça? On découple complètement, à la condition de respecter toujours notre contrat. La diffusion se fait sous forme de sujet, donc on va quand même pouvoir diffuser de manière très large, mais assez précise en même temps. Et comme avant, en fait, on a toujours un système de gestion des erreurs grâce au fil. On va avoir un système de tentatives et une dead letter. Par contre, comme on diffuse très largement sans connaître les consommateurs, le contenu de ce genre de message doit être assez généraliste parce qu'on va arroser un peu quasiment toute la plateforme. N'importe qui pourrait être intéressé. Donc là-dessus, soyons généralistes dans le contenu. En plus, comme tout à l'heure, on n'a aucune assurance qu'on a un abonné qui existe. On peut publier dans le vide, c'est fun. C'est pareil que les message queues. Alors, en fonctionnement interne, on est sur un fonctionnement très similaire. Quand on va publier un message sur un sujet en particulier, ce message va être en statut à traiter, comme tout à l'heure. Le bus va en échange répondre tout de suite une confirmation de réception. C'est la différence avec la message queue de tout à l'heure, c'est qu'on a un acknowledge qui est reçu dans la foulée. Donc notre service publieur va pouvoir continuer son traitement en paix. Et de son côté, l'abonné va recevoir le message. Il va commencer son traitement et le message va passer à en cours, comme tout à l'heure. Quand le traitement se sera terminé en succès, on va pouvoir changer le statut à consommer cette fois-ci. On a 2 points à noter. Le premier, donc, il y a un statut de message par abonné, par sujet. Le but, c'est de pouvoir renvoyer un message à un abonné en particulier qui a échoué, en fait. On ne veut pas renvoyer à tous nos abonnés, juste celui qui est en erreur. De plus, on va pouvoir définir une durée maximale de traitement au moment où l'abonné va s'abonner. C'est trop de abonnés dans cette phrase. Du coup, le but, c'est en fait que le bus puisse déterminer le moment où un traitement déclenché c'est fini en timeout. Donc, au bout d'un temps, quoi qu'il arrive, le bus va décréter que on aurait dû terminer. Donc, il va relancer le traitement. OK. Comme tout à l'heure, on va essayer de résumer. Un message peut être publié auprès de plusieurs abonnés. Ce message est utile pour être diffusé très largement. En cas d'erreur de traitement, le message sera renvoyé explicitement à l'abonné qui était en erreur. Et pareil, en cas de trop nombreuses tentatives, le message ira en dead letter. Et suivant les implémentations, vous pouvez avoir une dead letter par sujet ou même par abonné, ce qui est encore plus précis. Et comme avant, le fait qu'on ait ou non des abonnés n'empêche pas la publication. Le message part juste dans les limbes.
Alors, on a des cas fréquents où on va utiliser ce genre de système. On retrouve l'envoi d'email. C'est un grand standard aussi. On a plusieurs abonnés, on a plusieurs publieurs et un seul abonné qui lui fait l'envoi de l'email. On a aussi toutes les notions d'agrégation de données métiers avec plusieurs publieurs et potentiellement plusieurs abonnés, chaque abonné étant un traitement de données business dédié pour de la data. On a aussi de la domotique qui peut utiliser ça, avec par exemple des capteurs de luminosité qui vont être des publieurs. Ça va être traité par un service qui va décider d'éteindre les ampoules, par exemple, et donc le service va publier à destination des ampoules les abonnés. On a aussi tout ce qui est notion de collaboration, notamment sur un document. Le publieur sera le document. Quand il est modifié par quelqu'un, ça va publier auprès de toutes les personnes qui ont ce document ouvert. Alors, comme tout à l'heure, on va reprendre quelques implèmes. Côté open source, on retrouve toujours Apache Kafka, qui fait les deux. Côté GAFA, GCP, on a Cloud PubSub. Et côté AWS, cette fois-ci, on a Simple Notification Service. Attention, ça ne joue qu'à une lettre. SNS. OK. On va reprendre notre cas d'étude. Et là, on va regarder le besoin de lister les photos. Donc, on avait ça tout à l'heure, où on enchaînait tous nos appels pour faire la copie de contrat. C'est typiquement un moment où on va essayer de corriger ça. Donc, est-ce que je vous rappelle les contraintes? Non, on va passer là-dessus. Puisque plusieurs services veulent être notifiés en fait, de la création du contrat, c'est typiquement le moment où on va intercaler un event bus et du PubSub entre user et tous les consommateurs de la copie. Donc, ce qui va se passer, c'est que comme avant, user va appeler contract pour aller créer le contrat, sauf que cette fois-ci, au lieu d'aller faire toutes les copies à la chaîne, il va publier un message sur un sujet, disons contract.create. Il est assez spécifique pour dire ce qui se passe dessus. Et du coup, comme quand même, il va être consommé par potentiellement beaucoup de gens, on va être généraliste et on va envoyer le contrat et ses options, parce qu'on ne sait pas ce qui intéresse nos interlocuteurs. Et donc, le message va être envoyé à tous les abonnés qui vont pouvoir faire leur copie. Qu'est-ce qu'on y a gagné? Tout simplement, user n'a envoyé qu'un seul message. Donc là-dessus, on a simplifié. Oui, et donc maintenant, c'est le rôle des abonnés de savoir si ce message les intéresse. Ce n'est plus le rôle de user, de savoir qui a besoin de la copie. Mais là, chaque autre service va de lui-même aller chercher l'information, en fait. Par contre, on a ajouté une légère latence, en fait. Ça reste quand même très rapide du PubSub, mais si notre utilisateur crée son contrat et va extrêmement vite sur photo, potentiellement, il y aura un petit laps de temps, surtout si on fait plein de choses, où il va ne pas avoir accès, en fait, parce que la copie ne sera pas encore faite. Et j'ai oublié de le rajouter dans le slide, mais il y a un autre problème. Quand vous mettez en fait beaucoup de sujets différents, là on n'en a qu'un, donc tout va bien, mais potentiellement vous allez avoir un phénomène qui est assez rigolo. Il se passe un truc d'un côté de la plateforme, ça déclenche un PubSub, et tout d'un coup, à l'autre bout, il se passe plein de trucs. Et pour débugger, c'est fun de retrouver le lien entre les différents services et de remonter un spaghetti discret. OK. On a vu plusieurs fois que la surcharge pouvait être un problème. Donc pour ça, on va utiliser du serverless. On va essayer de voir si on peut améliorer ça. Donc comme d'hab, on commence par notre théorie. Alors la théorie est très basique. Il s'agit globalement de ne démarrer une instance que quand elle est réellement nécessaire. On va avoir un service qui est déployé sur du serverless. Il peut être déclenché suivant sa configuration par un autre service qui va lui faire un appel HTTP, un appel en provenance d'une application mobile, un message, bref. Il y a plein de cas d'utilisation, ça va dépendre de vos plateformes, de votre implémentation, ce genre de choses. Alors, dans quel cas on voudrait faire ça? Bien, tout simplement, quand on ne veut démarrer une instance que quand elle est réellement nécessaire.
L'idée, c'est d'éviter le phénomène de l'instance qui nous coûte de l'argent, mais qui ne sert à rien, ce qui peut arriver assez régulièrement. Et fréquemment, ça va être un besoin très cloud, parce qu'on sait que nos instances nous coûtent cher. Si on peut éviter qu'elles nous coûtent pour rien, c'est quand même mieux. Donc, on va s'adapter à la charge. Et du coup, tout simplement, on va générer un coût plus faible à la fin du mois, ce qui est toujours pratique. Ça dépend de vos sociétés, mais elles n'ont pas toutes de l'argent à jeter par les fenêtres. Et comme on démarre les instances au besoin, eh bien en fait, on est naturellement scalable. Là-dessus, c'est génial. Par contre, en échange, comme l'instance ne démarre qu'au besoin, elle fait donc un démarrage à froid. On va parler d'un cold start. L'applicatif doit entièrement démarrer et initialiser tout ce qui a besoin de l'être. Connexion à base de données, les différents... Enfin bref, je ne vais pas faire la liste au complet, mais en général, on en fait trop. Donc, si votre démarrage est très long, eh bien en fait, on va avoir une latence de traitement, tout simplement. Et il existe deux grands types de serverless, les fonctions et les conteneurs. Et ils n'ont pas les mêmes cas d'utilisation, on va dire. Les fonctions sont plutôt préconisées pour tous les cas où on va démarrer une nouvelle instance pour répondre à un traitement, et elle va s'arrêter à la fin du traitement, normalement, d'après la doc. Ce n'est pas toujours le cas, il y a des petites subtilités des fois. Et l'idée, c'est souvent de réagir notamment à des événements, avec un traitement court et simple. À l'inverse, les conteneurs sont plus préconisés pour tous les cas où l'instance peut rester démarrée, et le conteneur va traiter tous les appels qu'il reçoit, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus pendant un laps de temps, et à la fin, il va s'arrêter. Ça va être notamment utilisé dans tous les cas un peu plus complexes, lourds. Voilà. Justement, on va parler de ça. Il est intéressant particulièrement de déclencher une fonction, par exemple à l'upload d'un fichier dans un bucket, on va réagir à un événement, à l'envoi d'un message, comme on vient de le voir, ou à un appel sur un webhook en provenance de l'extérieur. Vous avez un prestataire tiers qui doit vous appeler. C'est dommage de laisser une instance démarrer H24 pour ça. C'est l'occasion de mettre ça en serverless. Et par contre, on va plutôt utiliser le conteneur pour effectuer notamment de la génération de PDF. Exposer une API aussi. Ça va être assez pratique à ce niveau-là. Alors, on va parler un petit peu des implémentations. Toujours côté open source, on a serverless, du même nom, OpenFaaS et Kubeless. Et côté GAFA, GCP va avoir en fonction Cloud Function, en conteneur Cloud Run. Et pareil, côté AWS, en fonction, on a les lambda, et en conteneur Fargate. Personnellement, je n'ai pas encore testé Fargate, donc si quelqu'un dans la salle a essayé, je suis preneuse des retours. Alors, on va regarder ce que ça veut dire. Notre troisième besoin était typiquement un des cas où on aurait besoin d'un serverless. Si on veut pouvoir uploader une photo, c'est un cas de Cloud Function, enfin de fonction qui peut être très utile. On va avoir une fonction, et là j'ai trouvé un nom, PhotoResizer, qui a pour rôle de créer une miniature carrée de la photo uploadée en fait. L'idée, c'est de dire que quand un utilisateur va uploader sa photo, elle va atterrir dans un bucket. Et ce bucket va naturellement, c'est comme ça que les gros GAFA en tout cas le font, ce bucket va automatiquement publier un message sur un topic en particulier. Et ce message déclenchera le démarrage de l'instance, qui pourra du coup créer toutes les miniatures dont on a besoin. Qu'est-ce qu'on va y gagner? Comme on l'a vu, on est naturellement scalable. On aura autant d'instances qu'on a besoin d'en avoir. Et donc, si on a un utilisateur qui soudain upload toute sa pellicule, comme j'ai déjà vu faire sur iPhone, et qu'on se prend 5000 photos, ça va juste nous coûter un petit peu cher à l'instant, mais on va pouvoir le traiter. Et par contre, en échange, ça devient difficile d'anticiper le coût final, parce que justement, ça dépend de ce que font vos utilisateurs. On peut avoir une énorme différence entre un jour où on n'a aucun utilisateur actif, et par exemple, votre société passe à la télévision, vous avez un gros afflux d'utilisateurs, et là, boum, ça coûte cher. Mais au moins, vous aurez encaissé la charge.
Alors, on va essayer de conclure un petit peu. Comme on vient de le voir, en fait, chaque modèle a quelque chose d'intéressant. Mais chacun a une complexité ajoutée et des défauts. Donc il faut se poser des questions pour pouvoir savoir si on en a vraiment, vraiment besoin. Là-dessus, j'insiste. On a plusieurs points pour y répondre. Tout d'abord, ça va dépendre du nombre d'utilisateurs ou d'appels reçus. Si au maximum, en heure de pointe, on a une dizaine d'utilisateurs, sérieusement, vous embêtez pas la vie avec ce genre de système. C'est complètement superflu, ça va vous rajouter une complexité quotidienne de développement et potentiellement même de débogage. Un monolithe fait très bien le job, il faut qu'on garde ça en tête. On n'est pas là pour suivre de l'hype, tout ne correspond pas à notre besoin. Et à l'inverse, si on a des milliers d'utilisateurs, là, on peut se poser des questions. Pareil, ça va aussi dépendre de la différence entre un moment creux et un moment de forte charge. On va pouvoir s'adapter facilement et à moindre coût à une charge ponctuelle. Ça peut être très utile. J'ai vu un cas d'utilisation comme ça. Au Japon, ils ont déployé une application sur notamment une fonction. Cette application, sur un conteneur. Cette application permet d'afficher les informations en cas de tremblement de terre. Comme on s'en doute, on n'en a pas tous les jours. Par contre, le jour où il y a un tremblement de terre, on a toute la population du Japon qui se connecte sur l'application pour aller voir ce qui s'est passé en fait. Donc on a un pic de charge qui est juste fou et qui est extrêmement ponctuel, sauf s'il y en a tous les jours. Pareil, on peut avoir une plateforme de carte ticket restaurant. Elle est très utilisée le midi et beaucoup moins le dimanche ou les jours fériés. Et de plus, ça va dépendre du découplage qu'on recherche. Attention, on ne veut pas surdécoupler, parce qu'on va apporter automatiquement de la complexité en découplant. Le monolithe du début faisait très bien le job, jusqu'au moment où on a voulu en sortir de la logique de notification, et là, on s'est compliqué la tâche. On avait un vrai besoin, donc on l'a sorti. En échange, on se rajoute une complexité. C'est toujours à prendre en compte quand on veut faire ce genre de choses. C'est un peu toujours la grande discussion entre monolithes, microservices, et le truc qui est au milieu que moi j'appelle les macroservices. Des microservices, mais qui font plusieurs choses tant que c'est orienté un peu domaine. Ça va aussi dépendre du besoin de communication que vous avez entre vos services. Si chacun de vos services fait sa vie dans son coin, vous n'avez pas besoin de les faire communiquer, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de pub-sub ou de choses comme ça au milieu. Bref, voilà, désolé, je n'ai pas de réponse magique à votre question, ça dépend, tout simplement. Au-delà de la blague, vous avez des questions de base à vous poser. Quel est votre besoin? Quelles sont mes contraintes? Et quels défauts je suis prêt à accepter? Parce que toute solution va vous apporter des défauts. Choisissez ceux que vous êtes prêt à tolérer par rapport aux autres et ceux que vous savez être capable de gérer. Voilà, est-ce que Event-Driven est un besoin? Un petit peu. Ça résout des problèmes, très clairement. Nous, on l'utilise au quotidien. Ça apporte une solution à certains problèmes. Par contre, des fois, ça peut vous compliquer la vie. Voilà, j'espère que cette présentation a été intéressante et vous avez les possibilités. Et je suis très preneuse de vos retours. En scannant le QR code de gauche, vous tomberez sur un formulaire Open Feedback. Je ne sais pas si vous connaissez, la réponse est simple, anonyme et tout ça, ça va super vite. Et c'est de l'open source. Moi, j'aime bien quand c'est open source. Et du coup, là, vous en doutez, celui de droite, Shine recrute, c'est pour ça que je suis là. Donc, en scannant le QR code de droite, vous trouverez une liste des postes ouverts. Et vous pourrez, sinon, postuler en candidature libre. Voilà, je vais rester... On a un peu de temps ? On a 4 minutes. Donc, une ou deux questions, peut-être pas plus. Et sinon, je peux vous libérer tout de suite et on discute après. Okay. Il y a quelqu'un par ici. Ah, ben. Ici. Ah.
J'avais une question sur à un moment, vous parliez de pouvoir spawner en gros des nouvelles instances du service pour répondre à la charge. Oui. Qu'est-ce qui fait, genre, si on se met une limite de service et qu'on voit la queue de messages qui se remplit, est-ce qu'on a des manières de mitiger ce problème? Typiquement, en combinant les différentes solutions. Clairement, elles se combinent entre elles, en fait. On n'est pas obligé d'avoir de la queue pour avoir du serverless. Et une queue, on peut y mettre du serverless en échange aussi. Donc, quand on a beaucoup de messages, ça vaut le coup de se poser la question de sur quoi on déploie l'instance consommatrice. Et sinon, les message queues se configurent pour pouvoir faire des retries exponentiels, notamment. Le premier tout de suite, et puis plus le temps passe, et plus le retry suivant sera dans longtemps. Ce qui permet d'encaisser une charge un peu plus tranquillement. Merci pour le talk. J'avais une petite question. Du coup, dupliquer la donnée, c'est beau, mais ça veut dire qu'elle peut diverger. S'il y a un disaster sur une base, n'importe. Enfin, est-ce que vous avez adressé ce problème et comment vous resynchronisez les choses? Voilà. Alors, en fait, on l'a abordé en se posant la question en termes métiers de ce qui pouvait la faire diverger. Et les moments où cette donnée est modifiée, c'était clairement la création, la modification de la suppression. On n'avait pas d'autres cas pouvant se produire en plus, à part des erreurs techniques diverses et variées. Sinon, globalement, ça passait. Je pense notamment à des problèmes d'autorisation. J'ai un deuxième talk demain après-midi, si vous voulez y venir sur le sujet. Mais on a le sujet du new enemy problème, qui est quelqu'un qui s'insère notamment quand on synchronise des données. Et ça peut être un cas qui arrive. Malheureusement, ça ne traite pas ce problème-là. Mais néanmoins, si on se pose la question de quel cas métier et technique ça va se produire, on peut tenter de compenser. Et donc, dans notre cas, on attrapait nos 3 événements et on modifiait notre donnée au besoin à ce niveau-là. Et de temps en temps, on avait des crons, des trucs de purge qui tournaient en plus, voire qui resynchronisaient par derrière. Bonjour, merci Bonjour. pour le talk. On fait comment si on ne maîtrise pas le process de création de contrat s'il est fait par un service externe? Est-ce qu'il y a un moyen pour optimiser le service photo dans ce cas-là? C'est-à-dire on n'a pas les événements lorsqu'on crée un contrat. Est-ce qu'on ne maîtrise pas le process de création et modification? Il y a des solutions pour ça? Alors, ça devient plus compliqué quand on ne sait pas. Alors, je ne sais pas si je réponds parfaitement à ta question, mais quand on ne sait pas ce qui va se déclencher un problème, enfin un événement, pardon, il faut qu'on ait un service en entrée qui lui va réceptionner et traduire en quelque chose qu'on est capable de maîtriser. Typiquement, c'est le moment où on va mettre un service qui ne fait qu'un webhook, par exemple. Il va recevoir un appel HTTP, parce que c'est ce qu'on sait faire de manière assez propre quand ça vient de l'extérieur. Et ensuite, on publie des événements en interne pour le traiter. C'est comme ça que moi, en tout cas, je l'ai toujours résolu, ce genre de situation. Voilà, je pense que on est arrivé au bout du temps, en tout cas. Eh bien, merci à tous et toutes.